Lors d'un dîner de famille, mes parents ont décidé que ma sœur emménagerait chez moi alors, j'ai laissé un inconnu ouvrir la porte. Je suis Olivia Jensen, j'ai 29 ans, et l'appartement pour lequel j'ai passé 5 ans à économiser vient de devenir le centre d'un drame familial. Pendant notre dîner mensuel, mes parents ont annoncé nonchalamment, « Ta sœur va vivre dans ton appartement ». Comme si mon espace durement gagné était une propriété communautaire. Alors que j'hochais la tête et sirotais mon vin, intérieurement, je hurlais. Le regard dans les yeux de ma mère disait que ce n'était pas une suggestion, et le sourire suffisant de ma sœur m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Avant que je ne plonge dans la manière dont cette embuscade familiale s'est déroulée et ce que j'ai fait ensuite, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez, et abonnez-vous si vous avez déjà eu des membres de votre famille qui pensent que vos limites ne sont que des suggestions. Grandir en tant qu'enfant du milieu dans la famille Jensen signifiait vivre dans l'ombre du perfectionnisme et des attentes qui semblaient s'appliquer différemment à chacun de nous. Être la première à obtenir un diplôme universitaire signifiait quelque chose pour moi, mais presque rien pour mes parents, qui considéraient mon éducation comme le strict minimum plutôt que comme la réussite que cela représentait pour quelqu'un qui cumulait 3 emplois tout en conservant une bourse d'études complète. Mon appartement dans le centre-ville de Portland n'était pas seulement 4 murs et un plafond avec des briques apparentes et une lumière matinale qui peignait les parquets en bois d'or, il représentait chaque service supplémentaire que j'avais pris au café du campus, chaque séance de tutorat que j'avais casée entre les cours, et chaque centime que j'avais économisé au lieu de rejoindre des amis pour des escapades de week-end. Quand j'ai signé ce bail il y a 2 ans, j'ai enfin eu l'impression d'avoir quelque chose qui m'appartenait entièrement, quelque chose de tangible qui représentait mon indépendance par rapport à une dynamique familiale qui m'avait toujours laissé à bout de souffle et en manque de reconnaissance. Ma sœur aînée, Rachel, avait toujours été l'enfant prodige, celle dont les talents artistiques étaient célébrés par des expositions en galerie financées par mes parents, tandis que mes réussites scolaires ne méritaient rien de plus qu'un « c'est bien » expéditif pendant le dîner. Rachel entrait et sortait de la maison de nos parents comme si elle avait une porte-tambour, toujours après une autre relation ratée ou un revers professionnel qui, d'une manière ou d'une autre, n'était pas de sa faute. Elle arrivait avec des valises pleines de vêtements de marque achetés avec la carte de crédit de nos parents, pleurant sur l'injustice de la vie envers elle, et ils la réconfortaient avec les clés de leur propriété de vacances ou une nouvelle voiture pour l'aider à se remettre sur pied. Pendant ce temps, je conduisais la même Honda Civic d'occasion que j'avais achetée à l'université, méticuleusement entretenue parce que je savais qu'aucune remplaçante n'arriverait si elle tombait en panne. Mon jeune frère, Ethan, était le bébé de la famille, perpétuellement excusé de toute responsabilité parce qu'il se cherchait, à travers une série de passe-temps abandonnés et de cours en ligne à moitié terminés que mes parents finançaient sans poser de questions. Nous existions tous les 3 sur des orbites séparées au sein de la famille, recevant des attentes et un soutien radicalement différents, moi étant toujours prise au milieu, censée être à la fois indépendante et infiniment accommodante. Le schéma selon lequel mes parents prenaient des décisions qui affectaient ma vie sans me consulter n'était pas nouveau. Quand j'avais 16 ans, ils m'avaient porté volontaire pour garder les enfants de ma cousine tous les week-ends pendant tout un été, ne m'informant qu'après avoir déjà pris l'engagement. Pendant mes études universitaires, ils avaient donné l'adresse de mon appartement hors campus à des parents éloignés qui avaient besoin d'un endroit où loger pendant un mariage familial, m'appelant le matin de leur arrivée. Chaque fois que j'essayais d'établir des limites, je me heurtais à des accusations d'égoïsme et on me rappelait des obligations familiales qui, d'une manière ou d'une autre, ne semblaient jamais s'appliquer à mes frères et sœurs. L'année écoulée avait cependant été différente. J'avais enfin trouvé ma place dans ma carrière de consultante en environnement, gagnant le respect et la reconnaissance qui ne dépendaient pas de l'approbation de ma famille. J'avais commencé à voir un thérapeute qui m'avait aidé à comprendre que fixer des limites n'était pas égoïste mais nécessaire pour ma santé mentale. J'avais même réussi à refuser d'organiser Thanksgiving, rompant une tradition qui m'avait toujours laissé épuisé et peu apprécié. Ces petites victoires m'avaient donné l'impression de reprendre enfin le contrôle de ma relation avec ma famille, de m'établir en tant qu'adulte ayant des choix plutôt qu'en tant que personne cherchant perpétuellement à plaire. Les dîners de famille mensuels restaient ma concession à la tradition, un environnement contrôlé où je pouvais maintenir le lien sans trop me sacrifier. J'étais loin de me douter que ce dîner dominical particulier mettrait à l'épreuve toutes les limites que j'avais mis tant d'efforts à établir, me forçant à décider une fois pour toutes si j'étais prête à me défendre, même si cela signifiait me tenir seul face au front uni des attentes de ma famille. L'arôme du rôti en cocotte signature de ma mère emplissait la maison lorsque je suis arrivé avec précisément 10 minutes de retard, un petit acte de défiance que je m'autorisais chaque mois. Mon père a ouvert la porte avec son étreinte brève habituelle et un commentaire immédiat sur la circulation à Portland, comme si mon arrivée tardive était un affront personnel plutôt qu'un choix délibéré. Rachel était déjà là, perchée sur le canapé du salon avec un verre de vin,
ses bottes de créateur posées sur la table basse ancienne de notre mère, une liberté qui ne m'aurait jamais été accordée. Ethan est arrivé 20 minutes après moi, ne recevant que des sourires chaleureux et un affectueux, nous allions commencer sans toi, de la part de notre mère. Le début du dîner suivit son scénario habituel, mon père dominant la conversation avec ses opinions sur la politique et les affaires, tandis que ma mère intervenait avec des questions sur la semaine de chacun qui étaient en réalité des prétextes pour qu'elle partage les potins du quartier. J'étais à mi-chemin d'un compte rendu préparé et édulcoré de mon travail lorsque mon père s'éclaircit la gorge, le signal universel dans notre famille que le véritable ordre du jour allait commencer. Rachel a des nouvelles, annonça-t-il, comme s'il introduisait un discours présidentiel. Ma sœur leva les yeux de son téléphone, qu'elle consultait sous la table, son expression passant de l'ennui à une vulnérabilité feinte. Jason et moi avons rompu, dit-elle, nommant son petit ami depuis 8 mois, que j'avais rencontré exactement une fois lors d'un barbecue familial où il avait passé la plupart du temps à parler de ses investissements en crypto-monnaie. Il est totalement déraisonnable à propos du bail de l'appartement, continua-t-elle, disant « Je dois continuer à payer même si je déménage ». Ma mère tendit la main par-dessus la table pour serrer la main de Rachel avec sympathie. Ce n'est tout simplement pas juste. Elle ne devrait pas avoir à gérer ce stress en plus d'un cœur brisé. J'acquiesçai automatiquement, la réponse fraternelle appropriée, tout en calculant mentalement combien de temps je devais rester avant de m'échapper. Donc, continua mon père, coupant son roast-beef avec une précision chirurgicale, nous avons tout arrangé. Rachel emménagera chez toi pendant qu'elle se remet sur pied. La désinvolture avec laquelle cette bombe fut lâchée la rendit d'autant plus choquante, comme s'il annonçait un changement dans les plans du dîner plutôt que l'invasion de mon espace personnel. Ma mère sourit vivement, passant déjà à la logistique. C'est tout à fait logique. Ton appartement a cette chambre d'amis que tu utilises comme bureau, et tu dis toujours que tu travailles tard au bureau de toute façon. Rachel a juste besoin de quelques mois pour trouver son propre logement et se rétablir. Je sentis cette oppression familière dans ma poitrine qui accompagnait ces moments, la manifestation physique des limites piétinées. En fait, j'utilise mon bureau, dis-je, mesurant soigneusement chaque mot. J'ai pris des projets en freelance qui nécessitent un espace de travail dédié. Ma sœur roula des yeux, ne prenant même pas la peine de cacher son dédain. Tu peux travailler à la table de la cuisine. Je l'ai fait pendant toutes mes études. Le fait que son expérience universitaire consistait en un diplôme d'art entièrement financé par nos parents, obtenu en 5 ans et demi avec de multiples pauses pour raisons de santé mentale, ne fut pas mentionné. Ce n'est que temporaire, ajouta mon père d'un ton sans appel, comme si cela réglait toutes les objections possibles. La famille est de la famille. Ma mère était déjà sur son téléphone, faisant défiler son calendrier. Nous pouvons l'aider à déménager ses affaires samedi prochain. Ton immeuble a un parking visiteur, n'est-ce pas? Je l'ai regardé planifier le démantèlement de mon espace personnel, le sanctuaire que j'avais créé pour moi-même, avec le même enthousiasme qu'ils avaient autrefois montré en planifiant la fête du 16e anniversaire de Rachel tout en oubliant mon 18e. Mon frère croisa mon regard de l'autre côté de la table et détourna rapidement les yeux, ne voulant pas être entraîné dans un conflit qui ne le concernait pas directement. Je reconnus le carrefour familier, prendre la parole et affronter la désapprobation collective de ma famille, ou rester silencieuse et renoncer une fois de plus à mes limites. Cette fois, cependant, quelque chose changea en moi. Au lieu du besoin anxieux de plaire qui accompagnait habituellement ces moments, je ressentis une clarté calme. Je devrais vérifier mon bail concernant les invités de longue durée, dis-je d'un ton neutre, n'acceptant ni ne refusant catégoriquement. Bien sûr, ma mère balaya mon inquiétude d'un geste de la main, mais ce n'est qu'une formalité. Ils ne peuvent pas t'empêcher d'aider ta sœur. J'acquiesçai de nouveau, les laissant croire que ma conformité était assurée tout en élaborant mentalement un plan complètement différent. La conversation dériva sur la logistique du déménagement de Rachel, personne ne prenant la peine de me demander si j'avais des projets pour le week-end qu'ils avaient réquisitionnés, ou des considérations qu'ils avaient négligées. J'offris des réponses minimales, les laissant confondre mon silence avec un accord plutôt qu'une retraite stratégique. Alors que j'aidais à débarrasser la table après le dessert, élaborant ma réponse dans ma tête, je réalisais que j'avais atteint le point où l'acquiescement n'était plus une option avec laquelle je pouvais vivre. Le trajet de retour de chez mes parents ne m'avait jamais semblé aussi libérateur, ma voiture devenant l'espace de transition où la fille modèle était remplacée par une femme enfin prête à prendre le contrôle. Assise dans ma voiture devant mon immeuble, j'ai coupé le moteur mais ne suis pas sorti immédiatement. La gueule de bois émotionnelle familière d'après-dîner de famille s'installait, mais cette fois, elle s'accompagnait d'une nouvelle sensation,
quelque chose entre la juste colère et une clarté absolue. J'ai repassé la conversation du dîner dans mon esprit, entendant les voix de mes parents assigner ma sœur à mon domicile sans une seule question sincère sur mes pensées ou mes sentiments. Le schéma était si clair maintenant que je pouvais presque rire de sa prévisibilité, mes besoins toujours subordonnés, mon espace et mon temps traités comme des ressources communautaires, tandis que mes frères et sœurs étaient sacro-saints. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais ravalé mes objections au nom du maintien de la paix, toutes les petites capitulations qui s'étaient accumulées jusqu'à l'attente que je cède toujours. Pas cette fois, murmurai-je à mon reflet dans le rétroviseur, surprise par la fermeté de ma voix. À l'intérieur de mon appartement, j'ai enlevé mes chaussures et j'ai traversé chaque pièce, la voyant d'un œil neuf, appréciant le sanctuaire que j'avais bâti pour moi-même. Le bureau qu'il suggérait si nonchalamment de démanteler contenait non seulement mon espace de travail, mais aussi la représentation physique de rêves que j'étais encore en train de construire, des projets qui comptaient pour moi, que ma famille comprenne ou non leur valeur. Je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable, la détermination remplaçant la résignation que je ressentais habituellement après ces rencontres familiales. D'abord, j'ai examiné mon contrat de location, confirmant ce que je soupçonnais déjà, la sous-location sans l'approbation de la direction était interdite, et les invités séjournant plus de 2 semaines devaient être ajoutés au bail avec des vérifications d'antécédents et de solvabilité appropriées. Plutôt que de voir cela comme des obstacles, je les ai reconnus comme le cadre de ma réponse. Ensuite, j'ai appelé mon amie Megan, qui avait été témoin de la lente érosion de mes limites au fil des années d'amitié. « Ils ont fait quoi ?» s'exclama-t-elle après que je lui ai expliqué la situation. « Ah, ça non, Liv. Tu ne peux pas laisser cela se reproduire. » Son indignation était réconfortante d'une manière que mes propres émotions l'étaient rarement, sa perspective extérieure confirmait que le comportement de ma famille n'était ni normal ni acceptable. « Je ne vais pas le faire, dis-je, me surprenant par ma conviction. J'ai juste besoin de trouver comment gérer ça sans provoquer une crise familiale complète. Nous avons discuté des options, écartant l'approche de la confrontation directe qui avait échoué par le passé, ma famille maîtrisait l'art de submerger l'opposition par la pure persévérance et la culpabilisation collective. Cette situation exigeait la stratégie plutôt que la confrontation, l'action plutôt que la discussion. « Et si tu n'étais tout simplement pas là ?» suggéra Megan. « Et si, quand il se pointe avec les affaires de Rachel, tu es tout simplement indisponible ?» L'idée prit racine immédiatement. J'avais des jours de congé accumulés, et une conférence de travail à Seattle le mois suivant que je pouvais potentiellement avancer. Mon esprit s'emballa avec des possibilités, non seulement pour éviter le conflit immédiat, mais aussi pour établir un précédent qui remodèlerait mes relations familiales à l'avenir. Après avoir terminé l'appel avec Megan, j'ai fait des recherches plus approfondies sur les droits des locataires, prenant des notes sur la protection juridique de mon occupation. J'ai contacté le gestionnaire de mon immeuble par courriel, m'enquérant de la politique des visiteurs et des protocoles de sécurité, formulant mes questions comme un intérêt général plutôt qu'une préoccupation spécifique. À minuit, mon anxiété initiale s'était transformée en planification méthodique. J'ai créé un document décrivant chaque étape nécessaire pour sécuriser mon espace et mes limites, ajustement d'horaire, stratégie de communication, considérations juridiques et plan de secours. J'ai réfléchi à qui pourrait occuper temporairement mon appartement pendant mon absence, quelqu'un dont la présence rendrait impossible pour ma sœur de simplement emménager. Mon collègue Derek avait récemment mentionné avoir besoin d'un endroit où rester pendant que son appartement subissait des réparations d'urgence. Il était responsable, professionnel et inconnu de ma famille, ce qui en faisait l'occupant temporaire parfait. La dernière pièce du puzzle s'est mise en place lorsque j'ai réalisé que je pouvais créer une sous-location légitime à court terme pour Derek, documentant l'arrangement d'une manière qui résisterait aux tentatives inévitables de ma famille de le contourner. Alors que je me couchais enfin, l'épuisement se mêlait à un nouveau sentiment de pouvoir. Pour la première fois peut-être, je ne restais pas éveillé à répéter des explications ou des excuses pour m'être défendu. Au lieu de cela, je planifiais une résolution qui forcerait ma famille à me reconnaître comme une adulte avec des droits qu'ils ne pouvaient pas ignorer, quelles que soient leurs attentes ou leurs sentiments de supériorité. Le chemin à parcourir serait inconfortable et peut-être douloureux, mais alors que je m'endormais, je savais avec une certitude absolue que l'inconfort de la confrontation serait bien plus supportable que le lent étouffement de renoncer une fois de plus à mon indépendance. La semaine suivant le dîner de famille se déroula avec une précision méthodique alors que je mettais en œuvre chaque phase de mon plan. Le lundi matin commença par une visite au bureau de gestion de mon immeuble, où je parlais avec Tania, la gestionnaire immobilière qui avait approuvé ma demande de location 2 ans plus tôt. J'envisage de faire séjourner un ami pendant que je suis absente pour le travail, expliquai-je,
prenant soin de présenter la situation en termes neutres. Je voulais m'assurer de bien comprendre toutes les politiques concernant les invités et les occupants temporaires. Tania fournit les directives pour les visiteurs et les documents de sous-location, expliquant que tout séjour de plus de 14 jours nécessitait l'approbation de la direction et une vérification des antécédents des l'occupant. J'acquiesçais, feignant un intérêt désinvolte tout en notant mentalement comment ces politiques contredisaient les suppositions de ma famille. Et juste pour clarifier, si quelqu'un se présentait en prétendant emménager sans ces documents, demandai-je. Absolument interdit, déclara fermement Tania. La sécurité empêcherait l'entrée sans autorisation, et nous prenons cela très au sérieux. C'est pour la sécurité de tous et la conformité avec les lois sur l'occupation. Armé de cette confirmation, j'envoyai un texto à mon collègue Derek pendant le déjeuner, expliquant ma situation en termes professionnels tout en omettant les dynamiques familiales plus dysfonctionnelles. J'ai besoin de quelqu'un de responsable dans mon appartement pendant mon absence de 2 semaines. Il y aurait une sous-location formelle pour nous protéger tous les deux. Serais-tu intéressé? La réponse de Derek arriva dans l'heure, exprimant sa gratitude pour le timing compte tenu des réparations en cours de son appartement. Nous convînmes de nous rencontrer mercredi après le travail pour examiner l'arrangement et remplir les documents nécessaires. Mardi soir, je reçus le premier texto de Rachel, « Maman dit que je devrais vérifier avec toi quel meuble je devrais apporter. Je pense que ma chambre à coucher irait mieux dans ta chambre d'amis que ce que tu as dedans. » Le ton présomptueux confirma que je prenais la bonne décision. Je rédigeai une réponse délibérément vague, « Je suis en train de régler quelques détails logistiques concernant la situation de l'appartement. On se recontactait la semaine prochaine. » Cette réponse évasive me fit gagner du temps tout en ne révélant rien de mes intentions. Mercredi se déroula avec détermination alors que je rencontrai Derek, lui faisant visiter mon appartement et expliquant l'arrangement temporaire. Nous avons rempli le contrat de sous-location, le rendant officiel avec nos 2 signatures et une copie pour la direction de l'immeuble. Il y a encore une chose, ajoutai-je, légèrement mal à l'aise mais déterminé. Ma famille n'est pas au courant de cet arrangement, et ils pourraient se présenter en s'attendant à ce que je sois là. S'ils le font, tu n'es nullement obligé de les laisser entrer ou d'expliquer quoi que ce soit au-delà du fait que tu es l'occupant légal pendant cette période. Derek, ayant lui-même géré des complications familiales suite à son divorce, acquiesça avec compréhension. Je peux gérer ça. Juste les faits, pas de drame. Ce soir-là, j'ai programmé mon voyage d'affaires pour qu'il coïncide avec le jour de déménagement prévu par ma famille pour Rachel, réservant un hôtel dans une ville côtière voisine où je pourrais décompresser tout en gardant un accès téléphonique si absolument nécessaire. Jeudi matin, j'ai contacté le service informatique de mon entreprise pour demander une autorisation de travail à distance pour la semaine suivante, invoquant des circonstances personnelles nécessitant une relocalisation temporaire. Mes obligations professionnelles étant assurées, j'ai commencé à préparer mon appartement, déplaçant les documents importants et les objets irremplaçables dans un petit garde-meuble que j'ai loué pour le mois. J'ai soigneusement documenté l'état de mon appartement, prenant des photos de chaque pièce pour comparaison à mon retour. Vendredi, ma mère avait appelé 2 fois, demandant des détails sur l'accès au parking de mon immeuble et me demandant si je pouvais vider quelques-unes de ces étagères, pour faire de la place aux affaires essentielles de Rachel. J'ai répondu par de brefs textos indiquant que j'étais débordé par les échéances professionnelles et des promesses de tout régler avant le week-end prochain. J'ai intentionnellement créé l'impression d'un acquiescement affairé tout en finalisant les détails de ma contre-stratégie. Samedi, j'ai installé une petite caméra de sécurité dans mon salon, positionnée pour surveiller la zone d'entrée, une précaution légale que je n'aurais jamais imaginé avoir besoin de prendre contre ma propre famille. J'ai donné à Derek un jeu de clés, le code d'accès à l'immeuble et une autorisation écrite pour la sécurité de l'immeuble. Ce soir-là, mon père a envoyé un texto, nous arriverons vers 11h samedi. Prépare le laissez-passer de stationnement et fais de la place dans ton placard pour les vêtements d'hiver de Rachel. Le ton autoritaire, dépourvu de tout point d'interrogation ou de considération pour mon emploi du temps, renforça ma résolution. Dimanche matin, j'ai rencontré Derek pour une dernière visite, confirmant qu'il comprenait les limites de l'arrangement et fournissant des informations de contact d'urgence qui excluaient notamment les membres de ma famille immédiate. Alors que je préparais mon propre sac pour mon voyage d'affaires, je ressentis un sentiment inhabituel de calme détermination. Mon téléphone vibra avec un dernier texto de ma mère, « Rachel est tellement excitée par son nouveau départ chez toi. Cela vous rapprochera, les filles. » Je laissai ce message sans réponse, le reconnaissant comme une autre tentative de présenter leur imposition comme un cadeau dont je devrais être reconnaissante. Dimanche soir, tout était en place.
J'avais repris mon pouvoir, non par la confrontation, mais par une planification minutieuse et l'exercice légitime de mes droits. Alors que je mettais les notifications de mon téléphone en mode silencieux, sauf pour les contacts professionnels et des recs, je me préparais à la tempête inévitable qui éclaterait lorsque les attentes de ma famille se heurteraient à la réalité que j'avais arrangée. Les limites que j'avais établies sur papier étaient sur le point d'être testées dans la vie réelle, et pour une fois, je me sentais prête à tenir bon face au raz-de-marée de pression familiale qui m'avait toujours emporté auparavant. Les jours précédant l'invasion planifiée de mon appartement par ma famille apportèrent un flux croissant de communications unilatérales qui confirmèrent que j'avais pris la bonne décision. Lundi matin commença par un texto de Rachel, « Je donne tes meubles de la chambre d'amis pour faire de la place à ma chambre à coucher. J'espère que ça te va. » Aucun point d'interrogation, aucune réelle demande de permission, juste une annonce de décision déjà prise concernant ma propriété. Je ne répondis pas immédiatement, laissant la présomption en suspens pendant que je me concentrais sur la préparation de mon absence temporaire. À l'heure du déjeuner, ma mère avait appelé 2 fois, laissant des messages vocaux sur les couleurs de peinture que Rachel envisageait pour sa chambre et me demandant si je pouvais enlever les photographies déprimantes de mon couloir pour faire de la place à la collection d'affiches de concerts encadrées de Rachel. Le rejet désinvolte de ma décoration intérieure soigneusement choisie, des pièces que j'avais sélectionnées pour représenter des souvenirs et des moments importants pour moi, me piqua d'une manière familière mais renforça ma résolution. Mardi soir apporta un appel de mon père, son ton mêlant autorité et inquiétude feinte. Ta mère dit que tu n'as pas répondu à ses textos concernant le déménagement de Rachel. Y a-t-il un problème dont nous devons discuter? La question n'était pas réellement une invitation à une communication honnête mais plutôt une directive à peine voilée de rentrer dans le rang avec leur plan. J'ai été débordé de travail, répondis-je, la demi-vérité venant facilement. Je termine juste quelques projets avant le week-end. Son grognement satisfait me dit qu'il avait interprété ma réponse comme une conformité, exactement comme je l'avais prévu. Mercredi, la situation s'intensifia davantage lorsque Rachel envoya un texto groupé à notre famille annonçant qu'elle avait donné son préavis pour son appartement et programmé des déménageurs pour samedi. Tellement excitée pour ce moment de complicité entre sœurs, écrivit-elle, me taguant avec une série d'émojis cœurs qui ressemblaient plus à une revendication de territoire qu'à une expression d'affection. Ma mère répondit avec une planification enthousiaste pour un déjeuner de jour de déménagement qu'ils apporteraient à mon appartement, tandis que mon père intervenait avec des détails logistiques sur l'emprunt du camion de son collègue pour les meubles plus volumineux. La conversation se poursuivit sans ma participation, un flot de décisions et d'arrangements s'écoulant comme si ma participation était facultative mais ma conformité garantie. Ce soir-là, j'ai dîné avec Megan, ma dernière occasion de la voir avant de mettre en œuvre la phase finale de mon plan. Ils vont vraiment le faire, n'est-ce pas, demanda-t-elle, faisant défiler les captures d'écran que je lui montrais des messages de ma famille. Ils n'ont absolument aucun doute que tu vas simplement te laisser faire et les laisser envahir ton espace. J'acquiesçai, picorant ma nourriture alors que la réalité de la confrontation à venir s'installait dans mon estomac comme une pierre. Je sais que c'est la bonne chose à faire, mais je me sens toujours coupable, comme si j'étais méchante ou égoïste de ne pas aider ma sœur. Megan tendit la main par-dessus la table et me serra la main. Liv, écoute-moi. Avoir des limites n'est pas méchant. S'attendre à un respect élémentaire n'est pas égoïste. Ce sont eux qui sont inappropriés ici, pas toi. Ces mots furent une bouée de sauvetage, renforçant la perspective que j'avais encore du mal à embrasser pleinement. Jeudi apporta le développement le plus présomptueux à ce jour lorsque ma mère me transféra un courriel de confirmation pour une livraison de meubles à mon adresse, prévue pour le lundi suivant le déménagement. Rachel a trouvé le bureau parfait pour ses projets créatifs. Ne t'inquiète pas du coup, c'est notre cadeau de pendaison de crémaillère pour elle. L'arrogance stupéfiante d'organiser des livraisons à mon domicile sans me consulter envoya une vague d'indignation si forte à travers mon corps qu'elle submergea momentanément mon anxiété. Je transférai la confirmation à Derek avec une brève note expliquant qu'il devait refuser toute livraison pour Rachel, puis je bloquai l'adresse courriel de ma mère de mon compte professionnel pour éviter d'autres distractions. Vendredi, la veille de leur arrivée prévue, mon téléphone commença à sonner de plus en plus fréquemment. Mon père appela 3 fois pendant mes réunions du matin, chaque message vocal plus irrité que le précédent. Nous avons besoin du code d'accès au parking visiteur, déclarait le premier. Appelle ta mère à propos du stationnement, exigeait le second. Au troisième, sa patience s'était clairement évaporée, Olivia, c'est ridicule. Rappelle-nous immédiatement concernant les arrangements de demain.
ma mère alternait entre des messages culpabilisants sur « l'état émotionnel fragile » de Rachel suite à sa rupture et des rappels passifs-agressifs sur les obligations familiales. « Ta sœur ferait ça pour toi », envoya-t-elle par texto, oubliant commodément la fois où j'avais eu besoin d'un logement d'urgence après l'éclatement d'une canalisation dans mon premier appartement et que Rachel avait prétendu que sa chambre d'amis servait de stockage d'œuvres d'art. En début de soirée, j'avais fait mon sac pour mon week-end d'absence et finalisé les arrangements avec Derek, qui emménagerait plus tard dans la nuit. J'ai configuré une réponse automatique d'absence du bureau citant une « urgence professionnelle nécessitant un déplacement immédiat », délibérément vague mais à consonance officielle. Alors que je me préparais à partir, mon téléphone s'illumina d'un dernier message de mon père « Nous serons à ton immeuble à 11 heures précises. Tout l'appartement de Rachel est emballé et prêt. Ne rends pas les choses difficiles. » Le ton autoritaire, si familier et pourtant maintenant si clairement inapproprié, cimenta ma décision. Je jetai un dernier regard à mon appartement, notant le sentiment de paix qui y régnait dans le calme avant la tempête. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je choisissais de prioriser mes propres limites par rapport aux attentes de ma famille, et malgré l'anxiété qui me tordait l'estomac, je sentais aussi un sentiment inhabituel de respect de soi fleurissant dans ma poitrine. En verrouillant la porte de mon appartement et en remettant les clés à Derek dans le couloir, je me permis de reconnaître la douloureuse vérité, parfois, établir des limites saines avec sa famille ressemble à une trahison, précisément parce qu'ils vous ont entraîné à vous trahir vous-même à la place. Le véritable test viendrait demain, lorsqu'ils arriveraient en s'attendant à la conformité et trouveraient leurs suppositions se briser contre la réalité que j'avais soigneusement construite. Samedi matin se leva avec une clarté automnale parfaite du nord-ouest, le genre de journée fraîche et ensoleillée qui m'énergisait habituellement. Je me réveillai dans ma chambre d'hôtel, à 30 miles de mon appartement, ressentant à la fois une anticipation nerveuse et un calme surprenant quant à la limite que j'étais enfin en train d'imposer. Mon téléphone, que j'avais gardé en mode « ne pas déranger » pendant la nuit, affichait 5 appels manqués de ma mère à partir de 7h30, 3 de mon père, et une série de textos de plus en plus frénétiques de Rachel. En route, annonçait joyeusement le premier message à 9h15. Papa a emprunté le camion d'oncle Steve pour ma commode. Tellement excité. À 10h30, le ton avait changé, où es-tu? Nous avons besoin du laissez-passer de stationnement. À 10h45, appelle maman maintenant. Nous sommes presque là. J'envoyai un bref texto à Derek confirmant que ma famille était en route et reçut sa réponse calme, compris. Tout est sous contrôle ici. Puis je remis mon téléphone en mode silencieux et commandai un petit déjeuner au service d'étage, déterminé à protéger mon espace mental pendant ce que je savais être quelques heures difficiles. À précisément 11h03, mon application de sécurité m'alerta d'une détection de mouvement à la porte de mon appartement. En ouvrant l'application, je regardais la scène se dérouler en temps réel, mes parents et Rachel se tenaient dans le couloir devant mon logement, mon père frappant à la porte avec une force croissante tandis que ma mère sonnait à plusieurs reprises à la sonnette. Rachel faisait les 100 pas derrière eux, gesticulant vivement tout en parlant au téléphone, essayant vraisemblablement de me joindre. Après plusieurs minutes de coups sans réponse, mon père sortit son téléphone et sembla appeler la direction de l'immeuble. J'imaginais la conversation avec le personnel de sécurité du week-end, expliquant que non, il ne pouvait pas donner accès à un appartement à des personnes ne figurant pas sur le bail, quel que soit le lien de parenté. Les images de sécurité continuèrent alors que ma famille se retirait temporairement, se dirigeant probablement vers le hall pour élaborer une stratégie. 20 minutes plus tard, ils revinrent avec un agent de sécurité de l'immeuble qui semblait expliquer quelque chose qui fit que ma mère leva les bras au ciel avec exaspération. La posture de mon père se raidit comme toujours lorsqu'il rencontrait une résistance à ses plans, son attitude autoritaire n'impressionnant pas le professionnel de la sécurité qui faisait simplement son travail. Juste au moment où il semblait prêt à partir, la porte de l'appartement s'ouvrit, révélant Derek en tenue décontractée de week-end, une tasse de café à la main. Même sans son, je pouvais voir le choc de ma famille dans leur langage corporel, le recul physique de la surprise. Derek paraissait parfaitement calme, expliquant probablement son occupation légale pendant que ma famille luttait pour assimiler ce développement inattendu. La main de ma mère vola vers sa poitrine dans son geste caractéristique de détresse, tandis que mon père se penchait en avant agressivement jusqu'à ce que l'agent de sécurité s'interpose entre eux. Rachel resta figée, son expression passant de la confusion à l'indignation alors que la réalité de la situation devenait claire. La confrontation dura moins de 5 minutes avant que l'agent de sécurité ne raccompagne ma famille vers l'ascenseur, le dos raide de mon père et les gestes animés de ma mère suggérant des émotions vives à peine contenues alors qu'ils disparaissaient du champ de la caméra. J'expirai lentement,
réalisant que j'avais retenu ma respiration en regardant la rencontre. En quelques instants, mon téléphone explosa de notifications. Des messages vocaux de mon père menaçaient de tout, depuis appeler la police pour signaler un occupant non autorisé jusqu'à venir à mon lieu de travail lundi si je ne répondais pas immédiatement. Les messages de ma mère passèrent de la confusion à l'accusation. Comment as-tu pu faire ça à ta sœur? Nous t'avons mieux élevé que ça. Les textos de Rachel étaient moins retenus, un flot d'injures en majuscules remettant en question mon caractère, ma loyauté et ma décence humaine élémentaire. Je transférais les messages les plus préoccupants à mon amie Megan, qui avait proposé de surveiller la situation au cas où une intervention légale deviendrait nécessaire. Ta famille est en pleine crise, m'envoya-t-elle par texto après les avoir examinés, mais tu es complètement dans ton droit. Reste forte. Vers 13h, Derek appela pour me donner un compte rendu de première main de la confrontation. Ton père a essayé d'insister sur le fait qu'ils avaient ta permission d'entrer, expliqua-t-il. Quand je leur ai montré le contrat de sous-location, il a prétendu qu'il devait être frauduleux. Le type de la sécurité a dû lui rappeler que tenter une entrée non autorisée pouvait entraîner une intervention de la police. Il gloussa légèrement. Ils sont partis quand ton père a réalisé qu'il faisait une scène devant tes voisins. Ta mère a dit qu'ils aborderaient cette trahison directement avec toi. Je le remerciais d'avoir géré la situation avec autant de professionnalisme et lui demandai s'il se sentait à l'aise de continuer notre arrangement compte tenu du conflit. Absolument, m'assura-t-il. Le drame de ta famille ne change rien à notre accord. Ta maison est en sécurité. En début de soirée, le barrage initial d'appels et de textos s'était ralenti, remplacé par une approche plus stratégique. Ma tante appela, clairement enrôlée comme médiatrice, sa voix douce avec une inquiétude feinte. Tout le monde s'inquiète pour toi, Olivia. Ce n'est pas ton genre, de repousser ta famille quand elle a besoin de toi. Je laissai son message vocal se terminer mais ne rappelai pas, reconnaissant le schéma familier consistant à utiliser la famille élargie pour appliquer une pression lorsque les méthodes directes échouaient. Le dernier message de mon père de la journée arriva à 22h30, sa voix délibérément contrôlée mais soulignée de colère, ta mère est désemparée. Rachel n'a nulle part où aller. Quel que soit le point que tu essaies de faire valoir, tu l'as fait. Cette gaminerie s'arrête maintenant. Appelle-nous demain matin pour arranger l'accès à ton appartement. Alors que je me préparais à dormir dans ma chambre d'hôtel silencieuse, je ressentis un sentiment de paix inattendu malgré le chaos de la journée. Pour la première fois, j'avais fixé une limite et l'avais tenue ferme contre le raz-de-marée de pression familiale. La culpabilité et l'anxiété étaient toujours présentes, compagne familière après des années de conditionnement émotionnel, mais à côté d'elle se trouvait quelque chose de nouveau et de fragile, la fierté de ma propre force et la certitude que je méritais le respect élémentaire d'être consulté sur mon propre espace de vie. Demain apporterait plus de confrontation alors que ma famille s'adapterait à cette nouvelle réalité, mais ce soir, je me permis de reconnaître une simple vérité, parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même et pour les autres est d'arrêter de participer à des schémas malsains, surtout lorsque cette perturbation cause de l'inconfort. Le chemin vers des relations plus saines commence par le courage de dire non lorsque dire oui exigerait le sacrifice de votre respect de soi. Dimanche matin arriva avec le calme étrange qui suit les bouleversements, comme le silence après un orage. J'ai d'abord vérifié mon flux de sécurité, soulagé de voir qu'aucun visiteur inattendu n'avait tenté de retourner à mon appartement pendant la nuit. Mon téléphone affichait moins de messages que prévu, suggérant que ma famille pourrait se regrouper pour élaborer une nouvelle stratégie. Le premier texto est venu de Rachel à 7h15, son ton radicalement différent de la rage d'hier, je ne comprends pas pourquoi tu me fais ça. Je n'ai nulle part où aller. Est-ce à cause de cette fois où j'ai emprunté ton pull au lycée et que je l'ai déformé? J'ai dit que j'étais désolé pour ça. La tentative de minimiser la situation en faisant référence à un conflit passé insignifiant, plutôt que de reconnaître la véritable violation de limites dans le présent, était si caractéristique de nos dynamiques familiales que j'ai failli rire malgré la tension. Je n'ai pas répondu, reconnaissant le message comme le premier mouvement dans la danse familière consistant à dévier la conversation et à manipuler par la culpabilité. En milieu de matinée, ma mère était passée de la colère au marchandage, son message vocal suggérant des compromis qui ignoraient encore fondamentalement mon autonomie, peut-être que Rachel pourrait juste rester 2 semaines pendant qu'elle trouve un autre endroit? Nous pourrions te payer un petit loyer si c'est de cela qu'il s'agit. La famille est de la famille, Olivia. L'implication que ma limite était motivée par un intérêt financier, plutôt que par un respect élémentaire pour mon espace et mon indépendance, révélait à quel point elle mécomprenait ma position. Le style de communication de mon père évolua également,
passant des ordres à un raisonnement calculé, je comprends que tu estimes que nous aurions dû en discuter plus en profondeur. C'est juste. Asseyons-nous comme des adultes et trouvons une solution qui aide ta sœur tout en respectant tes préoccupations. Son ton mesuré ne pouvait masquer l'hypothèse sous-jacente que le résultat final serait toujours que Rachel emménage dans mon appartement, juste avec le vernis de mon consentement ajouté pour légitimer l'arrangement. Vers midi, j'ai reçu un texto inattendu de mon frère, Ethan, qui était resté manifestement silencieux tout au long du conflit. Maman et papa paniquent. Rachel reste chez eux et se plaint sans arrêt. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais quoi que tu aies fait pour leur tenir tête, respect. Son message était la première reconnaissance d'un membre de la famille que ma résistance pouvait être justifiée, et il fournissait un contrepoids petit mais significatif à la pression écrasante du reste de la famille. Derek m'a tenu informé tout au long de la journée, signalant que la sécurité de l'immeuble avait augmenté les patrouilles à mon étage après que le comportement conflictuel de ma famille eut soulevé des inquiétudes. Ton père a appelé le bureau de gestion ce matin, m'informa-t-il. Le responsable du week-end m'a dit qu'il avait exigé de parler à quelqu'un au sujet de documents de sous-location frauduleux, mais on l'a informé que tous tes documents étaient correctement déposés et juridiquement contraignants. La tentative ratée d'ignorer mes arrangements par le biais de la gestion de l'immeuble confirma que ma décision de gérer cette situation par des canaux officiels, plutôt que par des appels émotionnels, avait été la bonne approche. Dimanche soir, les membres de la famille élargie commencèrent à donner leur avis, ayant clairement reçu une version soigneusement éditée des événements. Ma grand-mère appela pour exprimer sa déception que je n'aide pas, la pauvre Rachel, pendant sa période difficile. La sœur de ma mère envoya un long courriel sur l'importance des liens fraternels et comment je regretterais cet égoïsme, quand je serais plus âgé et aurais besoin du soutien familial. J'archivai ces messages sans répondre, les reconnaissant comme la phase suivante du schéma d'escalade, l'élargissement du conflit pour inclure des alliés qui appliqueraient une pression supplémentaire. Lundi matin apporta des préoccupations pratiques alors que mon père envoya un message sec au sujet des meubles de Rachel, qui étaient apparemment dans un camion de déménagement loué, accumulant des frais journaliers. Cette situation nous coûte de l'argent maintenant. Que suggères-tu que nous fassions avec les affaires de ta sœur? La question était ce qui se rapprochait le plus d'une reconnaissance que leur plan initial avait échoué et qu'ils étaient forcés d'envisager des alternatives. Je ne répondis pas immédiatement, laissant la réalité des conséquences de leurs actions présomptueuses s'installer sans mon intervention. Lundi après-midi, ma mère était revenue aux appels émotionnels, envoyant une photo de Rachel l'air abattue, entourée de boîtes dans le salon de mes parents. Voilà ce que ton entêtement a causé, disait la légende, une tentative transparente de me transférer la responsabilité de leur plan raté. J'ai mis la conversation en sourdine et j'ai passé la soirée à rechercher des thérapeutes familiaux dans notre région, reconnaissant que si une relation saine devait être sauvée de cette situation, des conseils professionnels seraient essentiels. Mardi apporta le premier signe de véritable recalibrage alors que le ton de mon père passa de l'exigence au pragmatisme. Nous regardons des annonces d'appartements pour Rachel. Fais-nous savoir quand tu seras prête à discuter de ce qui s'est passé. Le bref message ne contenait aucune excuse ni reconnaissance d'avoir outrepassé ses droits, mais le pivot vers la recherche d'un logement alternatif pour ma sœur représentait la première preuve tangible que ma limite était reconnue, sinon encore respectée. Ce soir-là, j'ai rédigé une réponse prudente, ma première communication directe depuis la confrontation. Je suis contente que vous aidiez Rachel à trouver son propre logement. Je serai de retour en ville vendredi, et je suis prête à nous rencontrer et à parler samedi après-midi. Le message était intentionnellement neutre, offrant une opportunité de discussion sans excuse pour mes actions ni engagement émotionnel avec leurs accusations. Mercredi et jeudi se passèrent avec un contact minimal, suggérant que ma famille traitait la situation à sa manière. Rachel envoya un message demandant si je pouvais stocker, juste quelques boîtes, dans mon appartement jusqu'à ce qu'elle trouve un endroit, ce que je refusai poliment, maintenant la limite que j'avais établie. Vendredi matin, alors que je quittais mon hôtel, je me sentis prête à renouer le contact avec ma famille depuis une position de force nouvelle. La semaine écoulée avait été difficile mais transformatrice, nous forçant tous à affronter des schémas d'interaction qui n'avaient pas été remis en question pendant des décennies. En retournant vers la ville en voiture, je reconnus que la conversation à venir serait difficile mais nécessaire, la première étape soit pour reconstruire notre relation sur des bases plus saines, soit pour accepter qu'une certaine distance pourrait être nécessaire pour maintenir mon indépendance durement acquise. Quoi qu'il en soit, j'abordais la situation en tant qu'adulte à part entière avec des droits et des limites légitimes, et non comme la fille perpétuellement accommodante dont les besoins passaient toujours en dernier. Ce changement de perspective, plus que tout résultat pratique,
représentait la véritable victoire dans cette confrontation douloureuse mais nécessaire avec des dynamiques familiales qui auraient dû être remises en question depuis longtemps. Samedi après-midi arriva avec la lumière dorée du soleil d'automne filtrant à travers les fenêtres du terrain neutre que j'avais choisi pour notre réunion de famille, un café tranquille à égale distance de mon appartement et de la maison de mes parents. J'arrivais 15 minutes en avance, choisissant délibérément une table d'angle avec une bonne visibilité de l'entrée et suffisamment d'intimité pour notre conversation. Commander un cappuccino me permit un instant de calmer mes nerfs et de revoir les points clés que j'avais préparés, déterminé à rester calme et clair quelle que soit la manière dont ma famille aborderait la discussion. Ma mère arriva la première, 5 minutes en avance, comme à son habitude, son expression soigneusement composée mais son clignement rapide des yeux trahissant sa nervosité. Elle s'avança pour me serrer dans ses bras, hésitant lorsque je lui tendis la main à la place, le petit geste établissant de nouvelles limites dès le départ. Mon père et Rachel arrivèrent ensemble quelques instants plus tard, le visage de mon père figé dans l'expression sévère qu'il adoptait lorsqu'il se préparait à des négociations difficiles, les yeux de Rachel rougis par les larmes ou le manque de sommeil. Un silence gêné s'installa alors qu'il prenait place, la dynamique familière temporairement perturbée par la situation sans précédent. Mon père s'éclaircit la gorge, endossant son rôle habituel de directeur de la conversation. « Eh bien, Olivia, je pense que tu nous dois à tous une explication pour ton comportement du week-end dernier. » La formulation était prévisible, me positionnant comme la transgresseuse malgré leurs actions, et je la reconnus comme la manœuvre d'ouverture qu'elle était. « En fait, répondis-je, gardant ma voix délibérément égale, je pense que nous devons discuter de la raison pour laquelle vous avez tous fait des plans pour mon appartement sans me consulter d'abord. » Ma franchise les surprit clairement, les sourcils de ma mère se haussant tandis que la bouche de mon père se resserrait aux commissures. Rachel se tortilla mal à l'aise sur son siège, soudain très intéressée à remuer son café intact. « Nous essayons d'aider ta sœur, commença ma mère, sa voix glissant vers la douce réprimande qui avait désamorcé d'innombrables conflits familiaux par le passé. Tu as cette chambre supplémentaire qui ne sert à rien alors que Rachel avait besoin d'un endroit où rester. La famille est de la famille. » Le refrain familier flottait dans l'air entre nous, une maxime que j'avais entendue d'innombrables fois lorsque des sacrifices étaient attendus de moi, mais rarement lorsque j'avais besoin de soutien. Je comprends que Rachel avait besoin d'aide, reconnus-je, mais décider qu'elle emménagerait chez moi sans même me demander d'abord n'était pas de l'aide. C'était une invasion de mon espace et un mépris de mon autonomie. Mon père se pencha en avant, sa patience s'amenuisant visiblement. Cette terminologie mélodramatique n'est pas utile, Olivia. Invasion ? Autonomie ? Nous parlons de ta sœur qui a besoin d'un logement temporaire, pas d'un débat philosophique sur les limites personnelles. Le rejet de mes préoccupations comme étant mélodramatiques était une autre tactique familière, celle qui m'avait effectivement réduite au silence lors de conflits passés. Cette fois, cependant, j'avais anticipé le coup et préparé ma réponse. Il s'agit de limites, papa. Des limites saines. Auriez-vous pris ces dispositions pour que Rachel emménage dans l'appartement d'Ethan sans lui demander d'abord ? La question eut un impact visible, mon père se reculant légèrement en y réfléchissant. Ma mère intervint rapidement. C'est différent. La situation d'Ethan est différente. La justification vague soulignait le deux poids, deux mesures avec lequel j'avais vécu pendant des années, le rendant impossible à ignorer. Différent comment, insistai-je doucement. Parce que vous respectez son espace et ses décisions d'une manière que vous ne respectez pas les miens. Rachel prit enfin la parole, sa voix oscillant entre la défensive et une confusion sincère. Je ne savais pas qu'ils ne t'en avaient pas parlé d'abord. Ils m'ont dit que tu étais d'accord avec l'arrangement. Sa révélation changea quelque chose dans la conversation, suggérant que mes parents avaient trompé non seulement moi, mais aussi ma sœur sur le niveau de communication qui avait eu lieu. Ma mère rougit légèrement, son regard tombant sur sa tasse de café. Nous allions discuter des détails avec toi, mais nous savions que tu serais d'accord une fois que tu comprendrais la situation de Rachel. La présomption inhérente à sa déclaration flottait dans l'air, impossible à ignorer. C'est exactement le problème, dis-je doucement. Vous ne m'avez pas parlé parce que vous avez supposé que je dirais oui, quels que soient mes propres besoins ou circonstances. Vous avez traité ma maison comme une propriété communautaire plutôt que comme mon espace personnel. Mon père commença à répondre mais s'interrompit, semblant traiter mes paroles avec une considération inattendue. Le silence momentané s'étira jusqu'à ce qu'il parle enfin, son ton notablement moins combatif. Peut-être aurions-nous dû aborder cela différemment. Ta situation de logement est ta propre affaire, et nous avons outrepassé nos droits. La reconnaissance, aussi réticente soit-elle,
était plus que ce à quoi je m'attendais honnêtement, et je sentis quelque chose de serré dans ma poitrine commencer à se desserrer légèrement. L'expression de ma mère restait troublée, son désir inné d'harmonie familiale luttant clairement contre la perturbation des schémas établis. Nous voulons juste ce qu'il y a de mieux pour nos 2 filles, dit-elle, tendant à nouveau la main vers moi. Tu as toujours été si indépendante, nous oublions parfois de vérifier si tu as besoin de ton espace. Le qualificatif, parfois, sous-estimait des décennies de violation de limites, mais je reconnus la déclaration comme la chose la plus proche d'excuse que j'étais susceptible de recevoir lors de cette conversation initiale. Rachel regarda entre nos parents, puis directement vers moi, son expression plus sincère que je ne l'avais vue depuis des années. Je suis désolé, Liv. J'aurais dû t'appeler directement au lieu de simplement supposer que tout était arrangé. C'était vraiment inconsidéré. Ces excuses, sans réserve et directes, me surprirent le plus. Merci de dire ça, répondis-je sincèrement. J'aurais été heureuse de t'aider à trouver des solutions si on m'avait approché respectueusement. La conversation changea alors, passant de l'accusation à une résolution de problèmes timides. Mon père mentionna plusieurs appartements qu'ils avaient trouvés pour Rachel, plus abordables qu'elle ne l'aurait initialement souhaité mais dans son budget avec une aide parentale. Ma mère suggéra une réunion de famille pour aider Rachel à déménager une fois qu'elle aurait trouvé un logement, ajoutant soigneusement, si tout le monde est disponible, avec un regard significatif vers moi. Alors que la tension se relâchait progressivement, j'introduisis mon dernier point préparé, celui que j'avais été le plus nerveuse à aborder. À l'avenir, j'ai besoin que certaines limites soient respectées, une communication directe plutôt que des suppositions, me consulter sur les décisions qui affectent ma vie avant qu'elles ne soient prises, et respecter mon droit de dire non sans être culpabilisé ou considéré comme difficile. Mon père acquiesça lentement, l'homme d'affaires en lui reconnaissant des termes raisonnables même si le père en lui luttait avec la dynamique changeante. C'est juste. Nous essaierons d'être plus attentifs. Ma mère tendit la main par-dessus la table, non pas pour me toucher, mais pour placer sa main près de la mienne, un geste de connexion sans présomption. Nous t'aimons, Olivia. Parfois, nous nous laissons emporter par la gestion de tout et nous oublions que tu es une adulte avec ta propre vie maintenant. Alors que nous nous préparions à partir, des arrangements ayant été provisoirement pris pour aider Rachel avec les visites d'appartement le week-end suivant, je me sentis à la fois épuisé et prudemment optimiste. La conversation n'avait pas tout résolu, des décennies de schémas familiaux ne pouvaient pas être restructurées en une seule réunion dans un café, mais elle avait établi un précédent pour une interaction plus respectueuse que j'étais déterminé à maintenir à l'avenir. Rachel resta en arrière alors que nos parents se dirigeaient vers leur voiture, me retenant doucement le bras. « Je suis vraiment désolée, dit-elle, sa voix plus basse et plus sincère que la contrition jouée qu'elle avait souvent déployée dans les conflits familiaux. Et je suis assez impressionné, en fait. Je n'ai jamais vu personne tenir tête à maman et papa comme ça. » Sa reconnaissance de la difficulté et de l'importance de ce que j'avais fait m'apporta une validation inattendue. Ce n'était pas facile, admis-je, mais c'était nécessaire pour nous tous. En les regardant s'éloigner en voiture, je me sentis plus légère que je ne l'avais été depuis des semaines, non pas parce que tous les problèmes étaient résolus, mais parce que j'avais enfin trouvé ma voie dans la conversation familiale qui l'avait exclue pendant si longtemps. Retourner à mon appartement après la fin de la sous-location de Derek, c'était comme rentrer à la maison dans un espace qui était vraiment le mien d'une manière qu'il ne l'avait pas été auparavant. L'environnement physique était inchangé, chaque meuble et décoration exactement là où je les avais laissés, mais quelque chose de fondamental avait changé dans ma relation avec ce sanctuaire que j'avais créé pour moi-même. Debout dans mon salon ce premier soir seul, je passais ma main sur l'étagère que mon père avait si nonchalamment suggéré de vider pour les affaires de Rachel, appréciant comment chaque objet représentait des choix que j'avais faits pour moi-même plutôt que des accommodements aux attentes des autres. La semaine suivant notre conversation au café apporta des changements subtils mais significatifs dans les modes de communication de ma famille. Ma mère appelait plutôt qu'envoyer des textos pour les affaires familiales, ces questions soigneusement formulées étant en fait présentées comme des demandes plutôt que des suppositions. Nous aidons Rachel à regarder des appartements samedi, si tu souhaites te joindre à nous, offrit-elle, la formulation hésitante reconnaissant mon droit de refuser sans jugement. La communication de mon père resta plus distante mais notablement plus respectueuse, ses directives habituelles remplacées par des mises à jour informatives qui ne nécessitaient aucune réponse. Rachel me surprit le plus, me contactant pour proposer un déjeuner, juste entre sœurs, avec une ouverture que je n'avais pas connue avec elle depuis l'enfance. Notre repas ensemble révéla des aspects de sa perspective que je n'avais jamais envisagés, y compris ses propres luttes avec les attentes de nos parents et sa croyance sincère que j'avais volontairement accepté de partager mon appartement.
Ils ont toujours fait croire que tu étais heureuse d'aider, même empressée, expliqua-t-elle en picorant sa salade. Je ne l'ai jamais remis en question parce que cela correspondait à l'histoire qu'ils racontaient toujours à ton sujet, celle de la personne responsable et accommodante. Ces mots éclairèrent comment nos parents avaient façonné notre perception l'une de l'autre, nous attribuant des rôles complémentaires qui empêchaient une véritable connexion. J'essaie d'être plus indépendante, admit-elle. Te voir tenir bon m'a fait réaliser à quel point je les ai laissés tout gérer dans ma vie. La conversation marqua le début d'une relation plus authentique entre nous, basée sur une communication directe plutôt que sur des rôles assignés par nos parents. Le processus de reconstruction des dynamiques familiales sur des bases plus saines ne fut pas sans revers. Ma mère retombait occasionnellement dans ses anciens schémas, faisant des commentaires sur la façon dont ma nouvelle attitude compliquait la planification familiale. Mon père répondait parfois à mes limites avec une distance froide, son malaise face au changement de dynamique de pouvoir étant évident dans sa réticence à s'engager directement. Le dîner de famille du mois suivant fut tendu par moments, les rôles établis que nous avions tous joués pendant des décennies n'étant pas facilement abandonnés malgré des efforts conscients. Pourtant, au milieu de ces défis, ma propre confiance grandissait. Chaque fois que je maintenais poliment mais fermement une limite, la culpabilité paralysante qui avait auparavant accompagné toute défense de mes propres intérêts diminuait légèrement. Lorsque ma mère appela, me demandant d'organiser Thanksgiving malgré mon refus antérieur, je pus décliner sans les heures de justification anxieuse qui auraient autrefois suivi une telle conversation. Cela ne me convient pas cette année, déclarai-je simplement, proposant d'apporter des plats d'accompagnement à celui qui organiserait, mais restant ferme dans ma décision. Le bref silence avant son acceptation de ma réponse ressembla à une victoire, petite mais significative. Rachel trouva un appartement début décembre, un modeste 2 pièces plus proche de son lieu de travail qu'elle ne l'aurait envisagé auparavant. Je l'aidai à emménager, notre collaboration dépourvue de la tension qui avait caractérisé tant de nos interactions passées. Alors que nous arrangions ses meubles, elle me confia qu'elle avait commencé une thérapie, en partie inspirée par mon exemple de fixation de limites. J'ai besoin de découvrir qui je suis en dehors du rôle de la fille artistique et émotive qui a toujours besoin d'être secourue, expliqua-t-elle alors que nous assemblions son étagère. Je veux être quelqu'un qui peut gérer sa propre vie. Sa vulnérabilité à ce moment-là créa un pont entre nous plus fort que tout ce que nous avions construit dans l'enfance, fondé sur le respect mutuel plutôt que sur des rôles familiaux assignés. La période des fêtes apporta le test ultime de la dynamique évolutive de notre famille lorsque nous nous réunîmes chez mes parents pour le dîner de Noël. Ma mère avait appelé à l'avance pour demander quel plat je pouvais apporter plutôt que de simplement en assigner un, une reconnaissance petite mais significative de mon autonomie d'adulte. Mon père m'accueillit avec une chaleur qui avait été absente depuis notre confrontation, son acceptation progressive du nouvel équilibre familial évidente dans ses questions sincères sur mon travail et mes projets pour la nouvelle année. Alors que nous échangions des cadeaux et partagions des histoires, je remarquais des changements subtils dans le comportement de chacun, mes parents se consultant mutuellement plutôt que de prendre des décisions unilatérales, Rachel déclinant gentiment les conseils de carrière non sollicités de ma mère, mon propre confort à exprimer des opinions qui divergeaient du consensus familial. La soirée ne fut pas parfaite, d'anciens schémas émergeant occasionnellement avant d'être consciemment redirigés, mais elle représentait un progrès authentique vers des relations familiales plus saines. En rentrant chez moi cette nuit-là, je réfléchis au parcours des derniers mois, depuis le dîner de famille où mes parents avaient assigné ma sœur à mon appartement jusqu'à cette réunion de fête où les limites commençaient à être reconnues, sinon encore pleinement respectées. Le processus de guérison des relations familiales déformées par des années de dynamique malsaine serait continu, nécessitant une vigilance constante et un renforcement occasionnel des limites. Pourtant, le changement fondamental s'était produit, non seulement dans la façon dont ma famille me traitait, mais aussi dans la façon dont je me voyais par rapport à eux. J'avais découvert que me défendre ne signifiait pas nécessairement couper les ponts ou un conflit constant, mais plutôt créer un espace pour une connexion plus authentique basée sur le respect mutuel plutôt que sur des rôles prescrits et des attentes non remises en question. En déverrouillant la porte de mon appartement, retournant dans l'espace que j'avais combattu pour protéger, je me sentis reconnaissante non seulement pour ces murs et ce sanctuaire, mais aussi pour le sens plus fort de moi-même que j'avais découvert en eux. La leçon la plus précieuse de cette douloureuse confrontation familiale ne concernait pas les droits de propriété ou les arrangements de logement, mais la vérité fondamentale que des relations saines nécessitent à la fois amour et limite, à la fois soin et respect. En disant enfin non à une violation de limites que j'aurais autrefois acceptée en silence, j'avais ouvert la possibilité de dire oui à une connexion plus authentique avec ma famille, une connexion construite sur ce que nous étions vraiment plutôt que sur ce que nous étions censés être. Avez-vous déjà dû tenir tête à votre famille pour protéger vos limites ?
J'adorerais entendre vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Parfois, les personnes avec lesquelles il est le plus difficile de fixer des limites sont celles que nous aimons le plus, mais comme je l'ai appris, c'est souvent la chose la plus saine que nous puissions faire pour nous-mêmes et nos relations. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner si vous voulez plus d'histoires sur la navigation dans des dynamiques familiales complexes et la croissance personnelle. Rappelez-vous, fixer des limites n'est pas égoïste, c'est essentiel pour construire des relations authentiques qui peuvent véritablement résister à l'épreuve du temps.